Depuis quelque temps, on voit circuler beaucoup de chiffres spectaculaires sur l'impact écologique de l'intelligence artificielle. On entend par exemple qu'un simple prompt consommerait l'équivalent d'une bouteille d'eau ou que générer une image représenterait plusieurs kilomètres d'une voiture thermique. Ces chiffres frappent l'imagination et il faut le reconnaître, ils nous font parfois un peu peur, mais comme on va le voir, ils sont parfois très exagérés, ils sont à relativiser et en tout cas, il est parfois pas facile de distinguer le vrai du faux. Mais en même temps, il est tout à fait légitime de se poser la question. En tant que citoyen, en tant que père, je trouve normal de m'interroger sur l'impact écologique des technologies que nous utilisons tous les jours et que nous poussons sur notre chaîne. Je me suis donc lancé un défi sur ce court épisode, essayer de comprendre simplement quel est réellement l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Mais le sujet est vaste et le format court. Je simplifierai donc parfois certaines choses et vous m'en excuserez. L'objectif reste simple, essayez d'y voir plus clair. D'abord, essayons de comprendre comment la question écologique de l'IA se pose réellement. Parce que quand on parle de l'impact écologique de l'IA, on mélange souvent beaucoup de choses. En réalité, on peut résumer le sujet autour de 3 grandes sources d'impact, l'électricité, l'eau et le matériel. L'impact numéro 1, c'est l'électricité pour faire tourner les supercalculateurs. Les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent grâce à d'immenses centres de calcul appelés data centers. Ces centres utilisent des milliers de processeurs spécialisés pour effectuer les calculs nécessaires à l'IA. Chaque requête, chaque génération de texte, d'image ou de vidéo mobilise ces machines et ces machines consomment énormément d'électricité. C'est donc la première source d'impact écologique, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les supercalculateurs. Plus les modèles sont gros, plus ils nécessitent de calculs et donc plus ils consomment d'électricité. L'impact 2, l'eau pour refroidir les serveurs. Les serveurs qu'on fait tourner ainsi chauffent énormément. Pour éviter la surchauffe, les data centers utilisent différents systèmes de refroidissement et certains utilisent simplement de l'air, mais beaucoup utilisent aussi de l'eau pour refroidir les installations. Plusieurs enquêtes donnent l'estimation suivante. 1 litre d'eau toutes les 60 requêtes d'IA. Encore une fois, c'est une moyenne. En fait, ce chiffre dépend évidemment des infrastructures utilisées, mais il montre que l'eau fait aussi partie de l'équation écologique de l'IA. L'impact numéro 3, c'est le matériel, fabriquer des machines. Pour faire tourner l'IA, il faut produire des GPU, des processeurs, des serveurs, des ordinateurs, potentiellement des nouveaux smartphones enrichis à l'IA. Tout ce matériel nécessite de l'énergie, des métaux rares, des chaînes de production industrielles. Et avec l'explosion de l'IA, la demande de matériel informatique augmente très rapidement. C'est donc bien 3 éléments, l'électricité, l'eau et le matériel, qui constituent l'essentiel de l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi est-ce un vrai sujet aujourd'hui ? Ayons un peu quelques ordres de grandeur en tête. Pour mesurer l'ampleur du phénomène, regardons cela de plus près. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique des data centers, donc qui font fonctionner l'IA et le cloud, pourrait augmenter très rapidement. En 2024, on avait installé l'équivalent de 415 TWh d'électricité. En 2030, donc en 6 ans, on passerait à 945. 945, c'est l'équivalent de la consommation totale d'électricité du Japon. C'est comme si donc on se rajoutait un moitié de Japon en 6 ans. Autre élément important, la demande d'électricité des data centers augmente environ 4 fois plus vite que la consommation mondiale d'électricité. Autrement dit, même si la part reste encore limitée à l'échelle mondiale, la croissance est extrêmement rapide. Nos usages évoluent d'ailleurs également. Pendant longtemps, lorsque nous cherchions une image sur Internet, nous récupérions simplement l'image en la tapant sur Google Images et on la récupère une image en tout cas existante sur un serveur. La consommation restait donc relativement faible. Aujourd'hui, avec l'IA générative, nous ne nous contentons plus de rechercher une image, nous en créons une nouvelle et cela demande beaucoup plus de calcul. J'ai voulu donner quelques ordres de grandeur. Vous allez voir, moi je ne vais pas parler en tonnes de CO2 et tout ça parce que je trouve que ça ne parle pas. Je vais parler ça en équivalence de voiture, c'est-à-dire comme si une voiture faisait une certaine distance parce que ça parle dans l'imaginaire des gens. Et donc, retenez ça. Dites-vous qu'un prompt, c'est à peu près 2 mètres de la voiture, comme si une voiture faisait 2 mètres. Si on fait une image, c'est 100 fois plus en termes de consommation. Donc, au bout de 5 images, c'est comme si on faisait 1 km avec une voiture. Et si on fait une vidéo, vous allez me dire, ça dépend de la taille de la vidéo, mais un ordre de grandeur, c'est qu'une seule vidéo, c'est déjà au moins 2 km d'une voiture. Voilà, là aussi, encore une fois, prenez mes ordres de grandeur comme des moyennes. Ça dépend beaucoup de choses, mais ça permet de caler un peu les choses. Et bien sûr, au-delà d'avoir ces ordres de grandeur en tête, il faut comprendre que si demain ce sont des milliards d'utilisateurs qui génèrent régulièrement des images, des vidéos avec l'IA,
alors les besoins de calcul pourraient augmenter très rapidement. C'est pour cela que la question écologique de l'IA est aujourd'hui un vrai sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des façons d'utiliser l'IA de manière plus responsable. Voici 5 gestes qui me semblent particulièrement importants. Pour moi, le principal levier que l'on a, c'est de choisir des infrastructures plus responsables. En Europe, par exemple, par rapport à la moyenne du monde, les serveurs sont de façon générale 2 fois plus performants et éco-responsables à l'échelle mondiale que d'autres serveurs. Mais de toute façon, dites-vous bien aussi que la plupart des grands acteurs investissent aujourd'hui massivement dans des infrastructures plus écologiques. Par exemple, Google vise un fonctionnement de ses data centers avec une énergie 100% sans carbone d'ici 2030. Même chose côté Microsoft qui s'est même proposé d'être négatif en termes de carbone d'ici 2030 aussi. Amazon Web Services vise aussi un objectif de 100% d'électricité renouvelable et la neutralité carbone d'ici 2040. Ces engagements montrent que l'énergie est devenue un véritable enjeu stratégique majeur pour les géants du cloud. Deuxième geste, essayer de limiter l'IA sur les usages purement récréatifs. Personnellement, je n'utilise l'IA que dans un cadre professionnel. Troisième geste, essayer de prendre des modèles plus petits. En fait, il y a certains modèles qui peuvent tout à fait répondre à nos différentes demandes, à nos requêtes, et qui sont beaucoup moins consommateurs. Et là, j'ai une astuce. Ça, c'est assez méconnu. Figurez-vous que l'IA est ouverte, et donc on peut installer gratuitement des IA en local sur notre ordinateur. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent, ça rame un peu. Hein, c'est pas très efficace, voilà. Mais justement, ça nous force à utiliser une IA petite, peu énergivore, et donc se contenter de peu dans un premier temps. Et puis, si bien sûr ça ne répond pas à la demande, on va aller voir des IA un petit peu plus performantes. Quatrième usage, là aussi, moi je suis surpris à quel point dans les entreprises, parfois, eh bien en fait, chacun fait son IA dans son coin. Il n'y a pas de mutualisation, on ne partage pas, on ne capitalise pas sur les images produites. J'ai même eu des formateurs, par exemple en gestion de projet, qui m'ont formé en gestion de projet avec l'IA et qui m'ont dit « Oui, il faudrait en fait comparer ce que dit l'IA numéro 1 avec ce que dit l'IA numéro 2 ». Alors franchement, je comprends l'idée, hein, parce que l'idée c'était de challenger les IA pour essayer de savoir quelle était l'IA qui donnait le maximum de choses. Mais si je posais une petite comparaison, c'est comme si vous alliez voir 2 médecins différents pour une même maladie, pour peu qu'ils ne vous donnent pas le même traitement, ça va créer de la confusion. Vous n'allez plus savoir où vous êtes. C'est un peu ce qui se passe. Parfois aussi, si pour la même chose, vous demandez à plusieurs IA de faire, d'abord, je ne suis pas persuadé que ce soit très efficace, mais c'est surtout très consommateur. Donc là aussi, je trouve qu'en fait, on peut réfléchir à un usage collectif et plus responsable de l'IA au sein de son entreprise, au sein de sa structure, pour éviter de refaire N fois les mêmes choses. Cinquième levier, et non des moindres, et d'ailleurs, on va se faire une petite démonstration derrière l'écran. En fait, on va faire une comparaison. On va montrer que l'art du prompt peut avoir un véritable impact sur notre empreinte carbone. On essaie toujours d'aller vers le modèle le plus performant, le dernier modèle et tout. D'abord, à 2 niveaux équivalents, on va le voir que 2 modèles, le dernier modèle et 2, un petit modèle peuvent donner des résultats très proches. On va quand même voir que c'est le modèle le plus novateur qui donne le résultat meilleur. Mais franchement, d'abord, ça ne se joue pas de façon très flagrante, mais surtout, cette petite comparaison est tout à fait compensable par l'art du prompt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on améliore notre capacité de promptage, eh bien en fait, on va avoir des niveaux de qualité donnés par IA de façon très satisfaisante, même avec une IA moins consommatrice, moins énergivore. Je vous montre ça derrière mon écran. Et donc, bienvenue derrière mon écran pour vous présenter donc une plateforme qui permet de faire des matchs entre plusieurs intelligences artificielles et de pouvoir voir un petit peu les résultats et comparer. Donc, j'ai fait un certain nombre de tests et alors, je vais vous montrer juste celui-là parce qu'il me semble tout à fait parlant. C'est que j'ai voulu justement faire un prompt assez vague. C'est-à-dire, je lui ai juste dit, agis en tant qu'expert de communication non violente et en assertivité en entreprise, et ton objectif est de me faire un diaporama de 8 diapos pour expliquer ce que c'est que l'assertivité en entreprise et commencer à faire connaître la communication non violente pour donner envie à des personnes de venir à ma formation. Donc vous voyez, encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas faire un prompt très précis pour justement pouvoir tester les capacités de l'intelligence artificielle de répondre convenablement à mes demandes. Et là, en fait, on a à gauche le modèle A et le modèle B. Donc ici, on voit que le modèle A commence déjà
à présenter son raisonnement, mais vous verrez que le modèle B est tout à fait qualitatif. C'est-à-dire, il me donne bien les bons titres de diapo, avec on va avoir un plan qui est cohérent, une introduction, une accroche. Il va me faire aussi un constat sur les règles, les pièges de la communication. Il va bien me définir ce que c'est que l'assertivité. Il va, en plus intéressant, proposer une question ouverte aux différentes personnes qui peuvent assister à la présentation. Il dit justement qu'il y a une quatrième voie qui est l'assertivité. Il donne une bonne définition, là aussi, pour connaître le sujet, c'est tout à fait exact. Et là aussi, pas mal les choses sur la communication non violente. Avec la méthode de communication non violente, c'est très fort. Pourquoi justement c'est important? Ce qu'on va explorer ensemble, et à la fin, il termine par un appel à l'action, là aussi, tout à fait efficace. Donc j'ai envie de vous dire, le modèle, j'ai envie de lui mettre comme note 8 sur 10, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt pas mal, qui a le mérite de faire le job. Le modèle A, on va le voir, pour moi, il est assez proche, c'est-à-dire on a, vous voyez, des choses pareilles, un titre là-dessus. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez sympa, c'est qu'il m'a rajouté, qu'est-ce que je pourrais dire à mon discours, sans même que je lui demande. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, il me dit les réalités de l'assertivité en entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'assertivité? Donc en fait, j'ai envie de dire, pour vous la faire courte, parce qu'en plus vous n'êtes peut-être pas là expert du sujet, moi j'ai envie de vous dire qu'en termes de contenu, on est assez équivalent, mais comme l'IA de gauche m'a donné en plus les éléments de discours, eh bien je vais voter pour celle de gauche. Et quand finalement on arrive aux notes, on s'aperçoit que l'IA de gauche, c'était Gemini Pro, qui est, voyez, sur une taille XL, d'accord? Alors que le Gemini Flash, qui est aussi une grosse IA, mais qui est censée être plus petite, on va le voir, vous voyez, elle consomme 2 fois moins en termes d'équivalent tonnes de CO2. Donc encore une fois, vous voyez toujours ce qui est très intéressant, c'est les indicateurs qui sont donnés ici, avec des équivalences comme un aller-retour Paris-New York en avion. Donc ça, c'est quand même très intéressant à faire, ou le nombre d'arbres qu'il faut pour aller absorber le CO2. Donc cette plateforme, encore une fois, elle est très sympathique pour nous faire prendre conscience de ce que ça veut dire en termes d'impact carbone de ce qu'on demande à une IA. Par contre aussi, vous voyez que on a quand même à gauche une IA qui est 2 fois plus consommatrice qu'à droite, alors que le résultat de droite était quand même pas mal. Si j'avais dû mettre une note à gauche, ça aurait été 9 sur 10. Mais surtout, et c'est la conclusion que je veux que vous ayez en tête, j'ai choisi celle de gauche uniquement parce qu'elle m'avait rajouté une proposition de discours. Et c'est là où l'art du prompt tient toute son importance. C'est-à-dire, il aurait juste fallu que dans mon prompt, je lui précise que de toute façon, j'aurais aimé aussi qu'il me propose un script à l'oral pour aller commenter mon diaporama. Eh bien, même l'IA de droite aurait fait le job. Donc la conclusion de l'histoire, non seulement je voulais vous montrer cette plateforme parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante à tester, mais surtout, finalement, on peut compenser, j'allais dire, les petites imperfections d'une IA plus sobre qu'une autre IA, tout simplement en ayant un art du prompt plus convaincant. Bien, dans cet épisode, il y avait 2 messages qui me tenaient vraiment à cœur. Le premier message était déjà de mieux comprendre la question de l'impact écologique de l'IA et d'avoir justement quelques ordres de grandeur en tête. Le deuxième message, c'était aussi de rappeler qu'on avait tout à fait un levier d'action, chacun d'entre nous, pour limiter notre empreinte carbone et notamment en développant notre maîtrise de l'IA. Plus nous devenons compétents dans notre manière d'utiliser les outils IA, dans l'art du prompt, dans la façon d'éduquer notre IA, dans la capacité à obtenir le résultat rapidement, alors moins nous allons utiliser les calculs inutiles et donc plus on va limiter notre empreinte écologique. On peut finalement faire un parallèle assez simple et assez sympa avec la conduite automobile. Vous savez qu'aujourd'hui on parle beaucoup de conduite éco-responsable, c'est-à-dire en adoptant une conduite saine, on peut limiter notre empreinte carbone. Eh bien je trouve que c'est exactement la même chose avec l'IA. Il existe une bonne manière plus responsable, plus efficace et plus consciente d'utiliser les technologies IA. Et donc, si l'intelligence artificielle est utilisée avec cette logique, compétence, sobriété et responsabilité, alors elle peut rester un formidable outil d'innovation. L'enjeu n'est pas d'arrêter l'IA, mais d'apprendre à bien la conduire.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.